Juste pour me présenter, donc je m'appelle Ronan Le Délézir. Donc pourquoi je vais faire une présentation un peu éclectique de mon parcours? Parce que pour les propos que je vais tenir là, c'est aussi voilà, de l'expérience, du vécu, ça y est. Je viens de passer quinquat, donc là aussi, on dit que c'est l'âge, un âge mûr. Comme vous êtes des proches avant l'âge, je sais pas quoi, mais il faut se méfier. Mais c'est vrai que je prends un peu plus de recul par rapport à ce que j'ai pu produire ou écrire. Et donc moi je suis natif d'Auray, pas très loin, d'un milieu agricole je dis et d'un milieu de marins. Donc j'ai été baigné dans ce parcours un peu professionnel de mes parents, mes grands-parents, sachant que la réussite sociale passait par les études et donc j'ai poussé mes études jusqu'à faire des études de géographie à Rennes. Et donc formé à l'école dont on appelle des géographes rennais. Pour ceux qui sont géographes, ça, il y avait une équipe à Nantes, il y avait des Rennais, donc j'ai été formé plutôt à l'aménagement à Rennes, avec des Michel Fliponneau et puis d'autres approches plus rurales ou urbaines. J'ai eu la chance de faire aussi un parcours assez éclectique parce qu'avant de faire mon doctorat, j'ai travaillé au SGAR, dans le cadre du contrat de plan État-région. Donc là, c'était travailler sur des programmes régionaux d'aménagement du territoire, avec la région également, au Conseil économique et social de la région Bretagne, où là, j'ai eu la chance de faire un rapport avec Paul Houet à l'époque, qui s'appelle les territoires bretons, 95, c'est au moment de l'émergence des pays. Donc, j'ai fait évidemment ma thèse sur les pays en Bretagne, la notion de territoire, les mutations des territoires, cet empilement territorial qu'on connaît bien en France, ce fameux millefeuille. Et en 98, je présente ma thèse qui s'appelle les territoires bretons, les pays en Bretagne. Voilà, quelle structuration pour la Bretagne? Et évidemment, je travaille beaucoup sur des données socio-économiques. Sortant de là, je décide de ne pas faire une carrière universitaire tout de suite. La ville de Rennes veut m'avoir, donc je fais un petit contrat avec l'agence d'Urba où je travaille sur un des projets qui a été à un moment donné un projet phare sur Rennes, c'était l'aménagement de la ville de Saint-Jacques-de-la-Lande, donc un énorme projet urbain. Quand vous êtes près de l'aéroport, il y a un immense espace urbain. À l'époque, le maire est devenu après maire de Rennes, de Lavaux. Et là aussi, je peux faire un parcours d'aménageur, de technicien territorial ou aller dans le privé. Et je fais un choix par un parcours extraordinaire. J'arrive à monter une des premières coopératives de Bretagne avec des étudiants qui sortent de Bac plus 5, où je les prends soit en bourse CIFRE, soit ils travaillent avec moi. Et on travaille en expertise pour la région. Donc là, quand je vous dis ça, j'ai 28 ans. Et j'aurais pu continuer là-dedans. Bon, force est de constater que ce n'était pas forcément les contrats pour faire des contrats je dirais du milieu privé, mais j'ai choisi plutôt de prendre un axe à un moment donné, plus de recherche et plus d'enseignants universitaires pour analyser d'une façon plus libre. Mon propos sera libre aussi, sur des sujets qui sont quand même très importants, qui touchent notre littoral. Aujourd'hui, je suis aussi un élu local, donc je le dis parce que c'est pas neutre. Je suis sur un autre territoire qui s'appelle Auray-Quiberon-Terre-Atlantique, dans une commune qui est littorale. Donc je suis adjoint au maire sur l'environnement depuis 2 mandats. Donc confronté à des enjeux d'urbanisme, de développement. Donc tout ce que je vais vous tenir là, je le vis. On vient de sortir de 3 réunions publiques avec 200 personnes dans la salle. Je peux vous dire que je vois les pressions arriver, des nouvelles pressions, et de nouvelles pressions, je ne pense pas forcément positives. Et je suis aussi en charge actuellement d'un immense défi, parce que vous savez, on a une couverture bretonne de SAGE, de schéma d'aménagement gestion de l'eau. Il n'y a qu'un territoire qui n'est pas pourvu, c'est le golfe du Morbihan jusqu'à la Ria d'Etel. Et là, on n'a aucun outil de planification à cette échelle-là. Vous allez me dire pourquoi, c'est l'histoire. Il y a eu du développement aussi tout azimut, d'avoir un schéma d'aménagement gestion de l'eau à cette échelle, pas forcément une volonté politique. Et depuis 2012, c'est un engagement qui avait été donné par une ligne qui avait été donnée par le préfet. Et là, j'ai pris la présidence de la CLÉ, qui est encore le dernier commission locale de l'eau. Quand je dis ça, c'est le dernier parlement qu'on peut vivre encore sur le territoire, où on se retrouve avec des gens de Bretagne vivante, des associations et rivières, avec des collectivités, des représentants de l'État. Et on décide de travailler sur un schéma d'aménagement. Et en gros, un schéma de planification à cette échelle-là. C'est passionnant, c'est très énergivore, c'est un engagement gracieux, je le dis. Ce n'est pas des cumuls de mandats, mais c'est un engagement. Et quand je vous parle de ça, c'est aussi un prisme que je vais traiter un peu dans ma présentation,
parce qu'il y a aussi un fil conducteur aussi sur notre littoral, c'est l'enjeu de l'eau, qui va devenir grandissant. Je pense qu'on n'en prend pas du tout la dimension, mais je le vois à notre échelle déjà avec les pressions qu'on a d'arrivée de population, de phénomènes de changement climatique, etc., qui sont quand même, on l'a vu cet été, quand même, qui nous posent quand même un certain nombre de questions sur notre alimentation en eau, etc. Bon, qui va poser un certain nombre de problèmes sur nos territoires. Et le jour où j'étais avec des présidents de clés de Bretagne, je vois déjà les gens du grand bassin rennais qui regardent l'eau en Bretagne avec beaucoup d'attention parce qu'il faut les alimenter. Et évidemment qu'on rentrera en concurrence avec ces territoires-là parce que ça va devenir des beaux enjeux d'aménagement du territoire. Et je vous parlerai évidemment de la qualité de l'eau qui est essentielle. On ne peut pas faire... moi je pense aujourd'hui à un territoire aussi comme le nôtre qui se dit attractif sans une qualité de l'eau irréprochable. Donc pour parler des défis du littoral, je vais être assez synthétique dans une première partie, puis après, bon, le but du jeu, c'est qu'on échange aussi. Parce que bon, ce que je vais vous dire, un certain nombre d'entre vous l'ont déjà entendu, mais c'est vrai que c'est une analyse aussi croisée avec des gens qui sont dans la salle, hein, qui ont été aussi un peu des gens qui m'ont aiguillonné aussi sur ces sujets. Il y a Alain qui a beaucoup travaillé sur la pêche, mais qui a aussi une vision de géographe sur le territoire. Il y a Yves Le Bailly. Je suis de l'école rennaise, donc moi j'ai fait mes études aussi avec quelqu'un qui était un peu plus vieux que moi, Jean Olivreau, donc a une idée aussi de la région. Moi j'étais sur une approche régionale qui est peut-être différente, je le dis. On peut être sur des grands enjeux, on ne peut pas avoir des mêmes avis sur la métropolisation, mais après sur les façons de faire aussi, ou sur le développement futur, on n'est peut-être pas sur les mêmes axes. Et puis, et donc avec des échanges multiples avec différents acteurs, ma vision, en tout cas en introduction, c'est que s'il y a bien quelque chose qui a changé, donc j'ai 50 ans, je regarde il y a 30 ans, pour vous donner l'exemple, je vis dans une ferme aujourd'hui où mon grand-père vivait avec son cheval. C'était le dernier à avoir un cheval dans la commune, agriculteur, avec ses 10 vaches, avec une agriculture, polyculture, élevage, mais il vivait très bien. Il avait un commerce, il commerçait tous ses produits. Et tout d'un coup, j'hérite de la maison 2 générations plus tard, et tout d'un coup, les gens me regardent avec des yeux en me disant « t'es millionnaire, quoi ». Et je me dis, c'est incroyable, d'un coup, au décès de ma maman, une maison qui valait peut-être 1 million de francs à l'époque, vaut aujourd'hui, on parle en euros, mais ça vaut 700 ou 800 000 euros. Je me dis, qu'est-ce qui a pu se passer en échelle de 30 ans pour que d'un coup, ça prenne autant de valeur? Et quand je le vois, ça continue. On parle de crise, on parle de mutation, non, ça continue. Et donc ça pose quand même un certain nombre de questions sur, comme je le dis, des équilibres. Mais des équilibres, je vais vous en dresser un tableau, mais des équilibres à tous les niveaux, aussi bien de population que au niveau économique, qu'au niveau social, sociétal. Et tous ces beaux mots de mixité, comme on entend souvent, ou de vivre ensemble, je ne dis pas qu'ils ne sont pas mis à mal, mais posent quand même un certain nombre de questions, aussi bien aux décideurs publics que, je dirais, aux populations. Donc, là, on va se retrouver à plusieurs sur cette idée qu'on vit dans une immense dérégulation de nos sociétés locales. De dérégulation, oui, parce que, il y a des pressions qui sont multiples, des concurrences. Alors souvent on me dit c'est des concurrences d'usage, alors je le vois, oui, il y a des enjeux d'usage sur le littoral, il y a des multiples usages, oui, peut-être, mais d'abord des usagers. Là j'étais avec tout à l'heure des pêcheurs qui s'entendent plus ou moins bien, suivant leur type de système de pêche, mais en gros ils sont capables de défendre des enjeux locaux, d'aménagement du territoire, de bien montrer qu'il faut une inflexion sur nos politiques sur le littoral pour bien montrer que les activités primaires sont quand même essentielles pour faire vivre notre territoire, notamment à l'année, et puis c'est des enjeux aussi d'aménagement du territoire. Donc on voit bien que là, il y a tout un enjeu très fort, et que toutes ces activités notamment sont menacées, et c'est quand même elles qui ont structuré le territoire, et qu'on aura une tendance à patrimonialiser. Alors je vois des gens qui travaillent sur le patrimoine, on pourra en parler tout à l'heure, de cette patrimonialisation du territoire où... j'ai récemment fait un film où maintenant on s'attarde sur la petite fontaine en pierre comme un patrimoine vernaculaire qu'il faut à tout prix sauvegarder. La petite fontaine en pierre, mon grand-père expliquait que c'était important, c'était l'eau qui était dedans. C'était pas la fontaine. Maintenant, c'est la fontaine qu'on regarde et l'eau
qu'elle soit, de toute façon, elle est plus potable, donc de toute façon, elle n'a plus qu'un intérêt. Non, mais c'est pour montrer aussi le changement de paradigme par rapport à tout ça. Et puis, le géographe, de toute façon, s'intéresse à toutes ces mutations territoriales, l'étalement urbain, le développement de résidences secondaires, etc. Un phénomène qui va toucher nos littoraux. Alors, nos littoraux, je le dis bien, parce que aussi de dire il y a un littoral français, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'autre jour, j'étais dans le nord Finistère, dans le pays Léonard, c'était pas le même qu'en Bretagne, Bretagne Sud. Et quand je suis encore avec mes étudiants, on est tous partis du côté de Plogoff. Voilà, on a eu des populations qui nous montraient là plutôt des communes qui se vident, qui ont à peine à trouver un développement, qui sont peut-être recherches peut-être là, qui ont peut-être de la chance aussi de repartir sur d'autres développements qu'ils ont connus. Alors que chez nous, on a peut-être un trop-plein. Donc vous voyez bien aussi faire très attention quand on parle du littoral, il n'y a pas qu'une parole du littoral en Bretagne. Donc, des choses qu'on a déjà écrites à plusieurs, hein, le littoral agressé avec Yves qui avait en 2007, je crois, fait beaucoup parler. Donc, c'est vrai que ça a donné aussi tout un sens à mes recherches. Et puis, vous le voyez sans arrêt, comme si on découvrait un peu le monde, que la Bretagne, c'est la nouvelle Côte d'Azur. On a entendu, là, pour en revenir sur l'enjeu de la loi Elan qui vient d'arriver, qui, pour beaucoup, remettait à plat la loi littorale. Là, on pourra toujours en débattre. Je suis un élu local. Je peux vous montrer aussi des incohérences aujourd'hui dans la loi littorale où on va accepter que dans les espaces très denses, en face de la mer, on puisse construire, bâtir parce que ça existe. Et que quand vous êtes 6 km en retrait de la mer, une petite maison avec un terrain à côté, ça pose problème en termes d'extension. Bon, il y a là toute une réflexion à avoir. Je dirais pragmatique, c'est tout. Voilà. Après, on peut toujours débattre, mais je trouve que là aussi, il y a eu beaucoup de soucis en termes d'interprétation. Donc, quand je reviens là-dessus, moi, ce qui m'intéresse, et dans notre formation aussi, c'est ce qu'on montre à nos étudiants, c'est que quand on parle du littoral, ou de ces mutations du littoral, on a encore du mal à définir ce qu'est un littoral, quoi. C'est quand même extraordinaire. Le préfet je pilote un des axes du SMVM, schéma de mise en valeur du golfe du Morbihan. Schéma de mise en valeur du golfe du Morbihan sur la qualité de l'eau. C'est quand même extraordinaire, c'est que là on a toujours un aspect préfet maritime et préfet terrestre. Il n'y a pas de préfet littoral, ça n'existe pas. Donc c'est marrant comment à un moment donné, quand on travaille sur cet espace, on dissocie bien d'un côté la mer et la terre. C'est extraordinaire. Je ne veux rien dire sur l'Orient, mais c'est l'enjeu de la rade pour être un enjeu global. C'est vrai qu'on travaille beaucoup la terre et la mer. On a une sorte de distinguo très fort. Donc, quand je parle du littoral, c'est bien une zone d'interface avec des ressources extrêmement variées qui attirent de nombreuses activités. Je peux vous dire, il y a des nouvelles activités, je ne les voyais pas venir, mais quand je parle seulement des loisirs nautiques. Le kitesurf, vous voyez, avec voilà, c'est entre on vole, on plane, même des bateaux aujourd'hui avec leurs feuilles, on se demande s'ils volent. Quand je dis ça, mais c'est une autre approche totale de mon petit bateau quand j'avais 20 ans, où je naviguais dans le Golfe à la voile, une vieille voile aurique, où je dépassais pas 3 nœuds, alors que maintenant j'ai des bateaux de la même taille qui me passent devant et qui limite en font plus de 20 nœuds, quoi. Donc on se dit, mais voilà, dans quelle mutation on est dans nos territoires. Bon, sachant qu'on est quand même sur un territoire qui est forcément un espace restreint, où les conflits, au moins potentiels, sont inévitables et multiples. Alors il y a tout un enjeu de gouvernance aujourd'hui. On peut sortir quand même déçu des choix gouvernementaux sur notamment l'éolien offshore, mais voilà, faire de l'éolien offshore, ça demande de voir tous les parties prenantes, des pêcheurs, et de discuter et de trouver des alliances ou des alliances, mais on voit bien qu'on peut quand même essayer de trouver au moins une ligne de conduite par rapport à ces enjeux. Et il y a un enjeu qui est très fort, c'est que souvent, plusieurs activités revendiquent le même espace, les mêmes ressources. Et quand on a ça, il faut arbitrer. Dans quel sens ? Si il y a 20 ans, on pouvait encore arbitrer peut-être pour les ostréiculteurs, aujourd'hui, certains diront, attendez, moi c'est le tourisme, hein, les 2 ostréiculteurs qui sont là, ça pèse quoi, honnêtement ? Vaut mieux en faire de leur chantier une belle marina ou un bon restaurant vue sur mer que d'aller avoir un ostréiculteur qui aujourd'hui rentre en conflit pratiquement de façon assez automatique avec des résidences secondaires, pour le bruit du Manitou à 5h du matin ou la vue d'un chantier qui n'est pas forcément un objet patrimonial sur le littoral. Donc on est sur des impacts croisés qui sont inévitables, avec une dimension, une zone sensible et fragile,
et des zones très évolutives. Le trait de côte, je vois mes étudiants, ils sont sans arrêt à faire des stages sur les traits de côte, le trait de côte, le trait de côte, le trait de côte. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que l'érosion, elle est là. Dans certains endroits, elle n'est peut-être pas si prégnante que ça, mais dans d'autres endroits, ça pose une vraie question. Et quand je vois souvent des gens qui disent « Ah, il faut le chemin littoral », le vrai problème aujourd'hui, c'est comment on va sauvegarder le chemin littoral qui existe. Parce que déjà, moi, je vois qu'il se fait manger et qu'on est en train de faire des positions de retrait, de dire bah, « Le chemin littoral, on va le mettre derrière », parce que globalement, on ne va pas aller mettre des millions d'euros pour consolider des fronts de mer là, qui sont quand même menacés. Mais ça aussi, quelle idée d'aller faire des chemins littoraux, mais je vous le dis, hein, c'est un droit, mais ça n'a jamais existé. Nos anciens ne le faisaient pas parce qu'il n'y avait pas une utilité. Maintenant, cette demande sans arrêt aussi de paysage, je le montrerai tout à l'heure, devient assez criante et croissante. Et parfois, moi, je me dis, mais comment aujourd'hui on peut se dire qu'on veut un environnement de qualité avec des oiseaux, une biodiversité, quand on va avoir 20 000 personnes qui vont passer tout l'été sur ces espaces-là. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais je le dis, comment on trouve cet équilibre aussi entre attractivité, droit d'usage et bon, il y a la SPL, donc le sentier littoral qui est une obligation, mais comment on trouve cet équilibre. Alors les mutations, je vais vous montrer quelques cartes rapides, j'essaie de trouver. Ben voilà, donc la réalité c'est ça quoi. Comme je suis d'une génération où beaucoup sont partis sur Paris faire leurs études, et puis sont restés, parce que nous c'était soit la mer, soit agriculteur, etc. Maintenant on a tendance à dire mais il y a plein d'emplois, oui mais bon, nous qu'on est habités sur le littoral, on était bien obligé de se dire, on va monter à la capitale régionale, Rennes ou Nantes, et puis après, pour beaucoup sont partis sur Paris. Mais bon, quelle est la réalité aujourd'hui alors en effet, on a tout le bassin parisien, mais si vous regardez bien les littoraux, on a quand même une forte demande ici sur ces axes. Cet axe, allez, on va partir de Lorient, Lorient jusqu'à aller Bordeaux, le bassin d'Arcachon et puis le sud-ouest. Là, on commence à avoir une poussée très forte de population qui arrive, qui se structure quand même majoritairement autour de métropoles régionales. Alors oui, vous allez me dire, mais on vient sur le littoral. Oui, mais bon, attendez, les stratégies aujourd'hui sont très nettes. Les retraités reviennent sur le littoral et là, je dirais, c'est au petit bonheur la chance de trouver un endroit qui leur plaît. Ça peut être une petite ville moyenne, une petite commune pas trop loin de la ville quand même, il faut que ça soit connecté. Les jeunes, aujourd'hui aussi, une réalité, ça c'est aussi quelque chose de... Parce que souvent, voilà, les analyses qu'on faisait il y a 10 ans sont un petit peu dépassées. On disait, mais les jeunes aujourd'hui, d'au-delà de 35 ans, sont en train de chercher à quitter les grandes agglomérations métropoles françaises pour venir sur ces métropoles, Rennes, Nantes qui est très demandée, Bordeaux, vous avez vu le boom de Bordeaux, de venir sur La Rochelle, qui est très demandée aussi, ce côté... atlantique qui attire fortement. Je ne vous dis pas Vannes, parce que voilà, Vannes est un mixte de deux types de populations. Moi, je ne suis pas loin d'Auray, je vois arriver aussi ces populations, quand même aisées, il faut dire les choses, des cadres, qui aujourd'hui, le phénomène de LGV n'est pas si net encore, mais il va arriver, on sera à 3 heures. Et ça, alors ça, c'est la mutation extraordinaire. Ils font des choix de venir s'implanter, ils sont 3 jours ici, ou 3 jours à Paris, et ils font l'aller-retour, et on connecte, et qu'est-ce qu'ils veulent? De la fibre, ils veulent du connexion totale, et on peut piloter des équipes pas loin. Quand je dis ça, aujourd'hui, moi je suis dans un laboratoire lié avec géoarchitecture, avec des Brestois, on ne va pas 1h30 de route, on fait ça, ou on va dans des salles immersives, où c'est comme si on était l'un en face de l'autre, voilà, donc... vous allez me dire, il y a moins de convivialité, mais bon, pour des réunions d'1 heure, on ne s'amuse plus à aller faire 3 heures de route. Donc des mutations qui sont profondes de population, donc évidemment il y a des zones où on va avoir arrivé des retraités plutôt aisés. Alors c'est là qu'aussi l'analyse, on peut aller plus loin, c'est que ces retraités aisés, pour l'instant, moi est-ce que je serais un retraité aisé dans 10-15 ans, je vais dire dans 20 ans quoi. Pas question. Est-ce que mon modèle c'est une résidence secondaire? C'est une question. Moi, je vois des gens aujourd'hui qui ne sont plus forcément leur modèle. Faut faire voyager que d'aller à avoir une maison secondaire. Je vous parle de ça dans 20 ans ou dans 15 ans, mais c'est en train de changer. Il y a des prix aussi de maisons aujourd'hui qui sont quand même, on voit bien que même les retraités aisés qui arrivent tirent un peu la langue quand même, parce que c'est pas donné.
Donc si on regarde un petit peu des ratios entre communes littorales, moyennes, hexagonales et plusieurs indicateurs, le littoral a 2,4 de plus de densité. Évidemment, on explose en nombre de lits touristiques, en artificialisation des terres. Donc ça, c'est quand même important. Quand je vous parle de l'eau, où il y a un enjeu quand même de qualité, plus on artificialise, plus on a de l'eau pluviale, plus ça draine quand même, pas forcément du côté très qualitatif. Une disparition des terres agricoles qui va à vitesse grand V. Donc, l'agriculture littorale. Qu'est-ce que ça veut dire l'agriculture littorale? Moi, je viens de faire mon arbre généalogique et je viens de me rendre compte que toute ma famille, j'ai quelqu'un de Pluvigné, vient des terres qui étaient derrière, des terres souvent, et qui sont venues plutôt fin du 19e, début du 20e, sur le littoral, prendre des fermes, etc. Et on a vu une agriculture se développer. Mais tout le monde le sait, le littoral était un repoussoir. Je donne un cours sur le paysage où je montre les premières photos du littoral au 19e siècle. C'est quoi? C'est les tempêtes, c'est les bateaux, c'est les naufrages. Et on commence à voir les premières peintures, on commence à voir le tourisme, les belles femmes avec des ombrelles, avec des territoires un peu plus attractifs, où on commence à avoir des couleurs un peu plus chaudes que l'image qu'on avait du territoire littoral avant. Et puis les densités de construction également, donc on voit bien que ce littoral, il attire. Aujourd'hui, c'est, je crois, 80... on est à 70% de la population mondiale qui va venir de plus en plus. Il faut voir à l'échelle mondiale, c'est bien ça l'enjeu aussi, c'est que quand on parle des changements climatiques, c'est un petit peu l'angoisse, c'est-à-dire que quand on est au Bangladesh aujourd'hui sur des zones littorales ou en Inde, ces zones qui vont être sûrement prises par des submersions marines à terme, où on va les mettre, ces populations qui vont venir globalement remonter par des migrations très liées au changement climatique. Donc quand on regarde également les chiffres, là vous avez par exemple tout ce qui est en rouge. Alors c'est une carte qui est assez intéressante parce que c'est la pression démographique et touristique très élevée. Et puis en deux, c'est des pressions un petit peu moins fortes, mais on voit bien que là aussi, elles existent. Donc vous voyez, on a toute une pointe finistérienne qui va peut-être... Il y a une pression touristique certainement forte. C'est pas pour autant qu'à l'année, ça fait vivre la population. Et on voit bien que là, il y a quand même parfois une inadéquation. Le problème des îles. Les îles, c'est très bien, c'est magnifique, mais on voit que dans les îles, aujourd'hui, les Belle-Îlois se posent des questions. Comment on fait aussi pour avoir des jeunes sur le territoire, etc. Comment on peut développer une autre économie. Donc ça commence à émerger, mais ça pose quand même un certain nombre de questions sur des territoires insulaires. Donc les impacts et les constats sont très, très simples, je vais en mettre 5 ou 6. Première chose, surconsommation d'espace et mitage, avec un risque pour l'économie agricole, je dirais que c'est déjà fait. Il y a des communes, moi je vois la mienne, on s'est engagé dans un aménagement foncier qui s'est terminé il y a 4-5 ans. On a sauvé globalement, on a encore 20 agriculteurs sur notre territoire, c'est quand même énorme. C'est pour une commune de 3500 hectares, 3200 hectares, on a la moitié qu'en surface agricole utile. Je crois qu'en sud 4 voies, on est une des communes qui a un grand nombre d'agriculteurs sur le pays d'Auray, si on continue. Ouais. Alors c'est de l'élevage, mais il y a des jeunes qui arrivent et puis on voit une autre économie agricole, mais on a sauvegardé les terres agricoles. Quand je vous dis ça, le mitage peut être aussi un danger pour beaucoup de territoires. L'équilibre paysager, alors c'est là aussi, je me dis, je comprends la fierté d'être breton, mais prenez quelqu'un qui vient en voiture, qui arrive en Bretagne en voiture. Donc on arrive de Nantes, on voit quoi? Des zones d'activité, des zones d'activité, des zones d'activité, des zones d'activité. Je vous mets, voilà, on voit l'eau à peu près à quel moment? On passe la Vilaine, ok, et puis après c'est Saint-Goustan, on voit l'eau. Ouais, mais tu passes la 4 voies, tu vois rien, tu vois que des zones d'activité, des culs d'activité, tu peux aller jusqu'à Quimper, ça se mérite. J'ai dit souvent, je ferai un test un jour, je prends quelqu'un, je lui montre les yeux et je lui dis, t'es où là? Donc en termes paysagers, voilà, là aussi, il y a tout un ensemble d'enjeux, je pense, qui n'est pas neutre. Voilà, il y a certains espaces qui se méritent. Quand on passe dans tous ces, moi j'appelle ça des espèces d'espaces, et qu'on ne vienne pas me dire, ouais mais Ronan, c'est bon, c'est des vitrines, attends, des vitrines de quoi? C'est souvent des culs d'entreprise, ou c'est plutôt le dépôt qu'on voit, etc. Quand je dis ça, c'est aussi une image de la Bretagne, mais bon, je reste sur la Bretagne, mais on pourrait le faire pour d'autres régions. Autre chose, c'est la diffusion progressive de la pression foncière. Et ça, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on focalise sur le littoral, mais c'est toute cette question que Yves Le Bailly évoquait souvent, c'est la notion de pays maritime, mais
ces notions de pays, c'était de prendre cette dimension littorale, rétro-littorale, et je dirais même au centre-Bretagne, parce qu'aujourd'hui, on voit bien cette population qui cherche un logement et qui part de plus en plus dans les terres. Et quand j'ai tendance, on parle aujourd'hui des gilets jaunes, moi je les comprends, moi, ces gens, c'est eux. C'est eux qu'on n'entendait pas. C'est eux qui font la route tous les jours avec un SMIC. Donc un SMIC, je le rappelle, pour une députée, c'est 1180 € net. Voilà, prends 2 voitures, etc. Et que je vois, moi, le matin arriver, quand j'arrive du littoral, je les vois descendre de la route de Beau, là, et on s'engouffre sur Hennebont et on se fait bloquer pendant une demi-heure, là. Mais qui sont dans ces migrations perpétuelles. Et s'il y a bien une chose aussi qui a explosé, c'est cette mobilité, honnêtement. À 15 ans, quand je venais en voiture, je n'avais pas de bouchon à l'entrée de Hennebont. Hein. Là, je le vois massivement. Aujourd'hui, je mets, au lieu de mettre une demi-heure, en roulant normalement, je mets 1 heure. Donc je vois bien ce flux. Et quand on dit que ça... Et c'est sur l'Orient, donc on me dit, oui, l'Orient... Non, on est bien sur l'espace oriental. Je ne vous parle pas de Orevan, où là, je crois que c'est le 5e flux en Bretagne en termes de déplacement. Donc là aussi, on est sur des zones intermédiaires, il y a départ des jeunes, des primo-accédants, avec un fort risque de crispation sociale. Je l'avais déjà écrit, mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On est dans la crispation sociale. Sociale, économique, moi j'aurais tendance à dire aujourd'hui morale aussi, parce que je pense qu'on est en train de partir sur d'autres... on est en train de partir sur cette dimension morale et qui peut aussi poser problème. Et puis, il y a tous ces peu d'activités qu'on trouve sur la zone intermédiaire, donc une dépendance de plus en plus forte vis-à-vis du littoral, l'industrie, on voit bien que c'est très compliqué, des coûts élevés pour les communes dortoirs, donc là aussi, quand on a supprimé la taxe professionnelle, qu'on est tombé maintenant au niveau des intercos à gérer des taxes, la suppression de la taxe d'habitation va poser un certain nombre de questions pour les communes. Moi, je vous le dis, je suis un élu local, on se pose beaucoup de questions. Comment? Alors, on nous dit on va nous redistribuer. Bon, il faut qu'on soit clair. Soit on supprime les communes tout de suite et qu'on nous dise des choses. Et puis, il n'y a plus d'élus locaux. Et puis, on va faire des grandes intercommunalités. Si c'est le modèle, ou le choix de modèle qu'on veut nous faire en France, on peut l'acter. Mais je peux vous dire, on va avoir de la perte de la démocratie locale en ligne. Parce que moi, je suis un conseiller communautaire. On n'est que 2 à représenter la commune. Et encore, on est 2. Je peux vous dire qu'à un moment donné, quand on se retrouve dans un conseil communautaire, et encore on n'est pas grand, je crois qu'il y en a 58. Mais je vois dans certaines agglomérations, on me dit, mais on perd en ligne. On ne peut pas être dans toutes les commissions, etc. Une marginalisation de l'économie agricole, passivité aussi des collectivités, parce que là aussi, je pense que s'il y a des choix politiques, il faut le dire. Quand on dit on n'a pas les outils, bien sûr qu'aussi on a les outils. On n'a les plus. À un moment donné, quand on disait mais les terres agricoles, on a des ZAP, c'est des zones d'activité prioritaire. Elles sont gelées à vie. On n'ose pas. Je le dis aussi, voilà, parce qu'on ne sait jamais, ça peut devenir constructible. Ah oui, évidemment. Et puis, les impacts, je vous parlais du paysage sur l'habitat qui manque de densité, mais ça, c'est le modèle breton. Alors, depuis longtemps, il y a beaucoup de choses sur le contrat social. L'exemple de la Bretagne est un enjeu. On a souvent parlé de la charte des espaces côtiers, mais si on revenait avant, mon Dieu, il y a eu le Salbi, un projet sur la Bretagne, un ensemble de schémas qu'on avait construits. Honnêtement, moi je suis toujours, c'est pour ça que je suis un géographe, je ne me suis jamais heurté avec mes collègues historiens, mais toujours des guéguerres entre historiens et géographes, mais non. Mais je reviens sur l'histoire, parce que c'est quand même assez passionnant de voir souvent, on revient en arrière, mais qu'est-ce qu'on disait dans les années 70 sous le Célib? On disait des choses déjà sur le littoral, où il y avait des axes de développement, on les suivait, on s'en sortirait peut-être autrement aujourd'hui, mais c'est comme là, je retrouvais une vidéo juste de Haroun Tazieff en 1979, c'est extraordinaire, où il parle du changement, de l'augmentation de 2-3 degrés, etc., qu'il y aura des problèmes de submersion, parce qu'il y aura fonte des glaces. Et celui qui est en face de lui et qui dit mais n'importe quoi, baratin, c'est quand même le commandant Cousteau qui vit ça. Force est de constater, 1979. Regardez, 38 ans plus tard, on se dit il n'était pas si bête que ça quand même. Mais bon, il y avait le commandant Cousteau qui pouvait le cadrer, vous voyez. Donc, rapidement, la Bretagne vit une rupture dans son histoire liée à l'économie de villégiature. Aujourd'hui, il faut être très honnête, c'est l'argent qui gère l'espace. Quand je dis ça, c'est pas. Je pense qu'il faut être lucide. C'est l'argent qui gère l'espace et provoque donc une pression sur la côte, des interactions terre-mer. Donc, évidemment, il y a des conséquences qui ne sont pas neutres. Donc là aussi, on est aussi dans un autre développement, puisque depuis les lois SRU, depuis
on va dire une vingtaine, trentaine d'années, on a quand même cette dimension de développement durable, cette idée d'une recherche de développement endogène, on le voit bien, qui est en train de monter. On a vu aussi cet esprit du développement local, etc. Formidable. À part qu'en 2018, moi ce que j'entends, c'est plus de décentralisation, plus d'expérimentation. Donc on est encore sur ces débats qui n'ont pas évolué beaucoup, je trouve. Ça, c'est forcément un grand mal français. Et force est de constater qu'aujourd'hui, à 80% de Bretons qui vivent sur la bande littorale, il serait temps qu'on ait quand même une vraie réflexion ou un schéma à l'échelle de la région qui prenne ça en compte. Alors on est sur un SRADET aujourd'hui, vous entendez beaucoup parler de SRADET, de Brescop, alors il faut être peut-être un initié, mais c'est en gros les gros schémas qu'on va faire demain de la Bretagne. Alors je prends la Bretagne élargie parce que on peut militer pour la Bretagne 5 départements, mais moi qui habite pas loin de Vannes ou dans le bassin vannetais au niveau du golfe du Morbihan, il y a Rennes certainement, mais c'est Nantes. Hein. Notre poumon, nous, c'est Nantes. Ikea l'a bien compris quand il a mis Saint-Herblain, Ikea à Saint-Herblain. Pourquoi il l'a mis à Saint-Herblain? Parce qu'il voulait prendre toute la Bretagne Sud. Et quand, voilà, je ne sais pas que je suis un adepte de Ikea, mais quand vous allez regarder les plaques, vous allez vite voir 56, 56, 56. Ils ont bien compris l'ère d'attractivité. Et Nantes aujourd'hui, moi je vois des Nantais qui arrivent tous les week-ends massivement sur la Bretagne Sud. Moins des Rennais, parce que les Rennais ils ont plutôt Saint-Malo, c'est plutôt le nord. C'est pour vous montrer que là aussi, ce schéma d'aménagement ou cette vision qu'on devrait avoir du territoire est forcément lié au développement de Nantes-Saint-Nazaire, voilà, le poumon ligérien. Alors, ça, c'était la Bretagne Sud. On voit bien que sur le littoral aussi, le littoral nord, même si ça patine, il arrive à capter aussi. Parce que là aussi, l'autre jour, j'étais sur le bassin du Trégor-Gouello, le nord, là, Lannion. Alors, on n'a pas les mêmes dynamiques, hein, et pour autant, ils jouent leur carte aussi en disant, mais attendez, nous demain, on a certainement des choses autres à proposer que la Bretagne Sud. On n'a pas le même climat, on n'a peut-être pas les mêmes infrastructures, mais on a un paysage qui est extraordinaire quand vous y allez. Alors, faut-il encore avoir les services qui suivent, mais voilà, quand je dis ça, je pense que dans l'avenir, ça sera des territoires qui sont aussi dans l'œil du cyclone, parce qu'ils seront certainement aussi attractifs que les nôtres. Alors tout ça pour arriver à des pressions qui vont être multidimensionnelles. Pression sur l'environnement. Pour moi, déjà, il y a des points de non-retour. Je ne dis pas que on ne peut pas revenir en arrière, mais quand même. Moi, je vois déjà rien que sur la qualité de l'eau, quand on est sur des zones C ou genre insalubres, alors que dans le temps, il y avait des ostréiculteurs qui étaient dans des zones en amont, dans les estuaires, à faire de l'huître. Voilà, on sait qu'on a globalement perdu la qualité de l'eau sur cet espace, et pas pour autant qu'en aval, on ne peut pas travailler. Mais en amont, c'est quand même très, très compliqué, parce que souvent, c'est des espaces urbains qui ont complètement pris la place des espaces agricoles qui faisaient souvent tampon. Pression sur les ressources, ressources vivantes, voire des ressources, on ne va pas parler du sable, mais ici on a été quand même, entre Yves et plusieurs, à parler du peuple des dunes, mais qu'on a vu après sur l'Agnon, qu'on voit ailleurs, des pressions aussi parce qu'on est un territoire intéressant. Force est de constater quand même que par rapport à toutes ces pressions, il faudra qu'on trouve aussi des réponses. Je parle en termes d'énergie. Certains ont milité pour pas de centrale nucléaire en Bretagne, mais on produit notre énergie comment aujourd'hui Cordemais, le charbon. Le nucléaire qui vient de l'extérieur, mais je crois qu'on est l'une des régions où on produit le moins. Pourtant, on était bien parti avec la Rance, mais avec l'hydro, même si aujourd'hui ça pose des vraies questions de vase. Et puis pression sur l'espace, et ça, moi, ça m'intéresse, puisque c'est en mer comme à terre, la demande en zone côtière dépasse très nettement l'offre. On est aujourd'hui dans une forte pression. Alors c'est là qu'on peut être en désaccord avec certains de mes collègues, souvent en disant « ouais, il y a trop de touristes, stop ». Stop, on fait comment? Comment fait-on pour arrêter d'avoir des touristes? Taxer? Alors vous voyez, il y a des mouvements, là aujourd'hui, ils mettent des croix sur les plages, on est en train de mourir. Ouais, mais bien sûr, on fait comment? On met un péage pour arriver sur les zones, et on décrète quoi? Qui a le droit de venir et qui n'a pas le droit? Il faut être breton de 10 générations pour habiter dans ma commune, comme souvent on me disait. Oh, toi, tu sais. Toi, tu es un né natif, donc tu as le droit. Pardon? Je suis un né natif.
même si mon père venait de la commune 6 km à côté, donc on m'a dit que j'étais un peu indien déjà. Donc vous voyez, attention, on va vers ces schémas-là où, comme je dis, il faut s'occuper des gens qui y vivent sur votre territoire, qui les font vivre. Donc ça, c'est des gens qui viennent de l'extérieur souvent. Parce que notre économie littorale, il faut être très clair, hein. Pays d'Auray, c'est la première économie, je crois, au niveau à l'échelle nationale, et ce qu'on appelle une économie résidentielle. On ne vit que des gens qui arrivent avec leur rente. Je le vois, moi. Les retraités qui arrivent, qui font marcher le paysagiste, qui font marcher l'aide ménagère, qui font marcher toute l'économie, c'est de l'économie de rente. Et donc, forcément, ce n'est pas d'économie productive. Donc, c'est pour ça qu'on regarde l'économie productive. Il y a des gens qui habitent notre territoire, on regarde, il y a une petite industrie, voilà, Île-Rome, peut-être sur Pluvigné, c'est important. Tiens, il y a une industrie sur l'Orient, ce serait quand même bien de garder. Mais faut-il les loger encore, etc. Faut-il les attirer sur le territoire, ce qui n'est pas forcément gagné. Donc voilà, donc il y a un ensemble de conjonctures parfois qui ne sont pas très bonnes pour nos territoires. Et puis il y a des impacts aujourd'hui environnementaux et les risques. Alors ça, c'est certainement une dimension qui a été, que certains nous avaient évoquée depuis des années, mais on le voit aujourd'hui, c'est très net. Depuis, une dizaine d'années, avec la notion de changement climatique, hein, ça s'est arrivé aussi, on a bien vu ces enjeux de risque. Juste ici, c'est pour montrer à l'époque, Trébordin, ce qu'on en a fait, qu'on ne ferait plus. Parce que là, il fallait faire un port en eau profonde pour attirer les Anglais. Mon Dieu, quel bel enjeu. Quand vous y allez, c'est quand même... on se dit, mais c'est pas possible qu'il y ait eu des aménagements comme ça. Donc des enjeux de protection du milieu naturel, l'érosion côtière, une réalité, des qualités des eaux littorales, la pollution, la gestion des risques. Ça va devenir un enjeu. Je vous donne un exemple. Là aussi, de compétences qui ont été déléguées aux intercos. En 2020, nous devons passer en GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Donc préparez-vous, puisqu'il y aura peut-être une taxe pour prévoir les inondations. En gros, l'État nous donne le bébé des préventions des inondations en nous disant, écoutez, vous avez un certain nombre d'ouvrages à vous occuper. D'accord. Je peux vous dire que quand on fait des inventaires, pourvu qu'il n'y ait pas un gros ouvrage, donc dans certains endroits, c'est très compliqué. Dans le golfe du Morbihan, c'est pas simple. Si vous allez sur l'île Tudy, en face de l'Oc Tudy, c'est des zones qui sont submersibles. On fait quoi? Sur l'Orient, je pense qu'il y a des zones aussi, mais c'est peut-être un Gavre, vous voyez, il y a eu des enjeux forts. Nous, sur le pays d'Auray, c'est l'isthme de Penthièvre. Donc, si ça casse, on mettra un pont pour aller à Quiberon. On fait comment? Après, il y a moins de choses, on est un peu moins touché. Mais... Et puis, quand on est dans le Golfe, si vous allez à l'île d'Arc, vous allez... ils se préparent avec leur petit radeau, prêt à partir pour aller sur le continent. Donc on voit bien que là aussi, ça va être des enjeux qui sont puissants. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt une dimension économique où je vois beaucoup de mes collègues qui les intéressent. C'est combien ça va coûter, quoi, en gros. Moi, ce que je vois derrière, c'est ce qu'on fait derrière en termes de prévention, comment on peut aussi... faire de la pédagogie auprès des populations. Ça, on n'est pas formé en France, c'est pas notre forme. On n'est pas ça. On n'est pas bon en prévention, il faut être honnête. C'est après. Donc l'aspect environnemental, vous voyez différentes dimensions, paysage, milieu terrestre, maritime, des pressions qui sont multiples. Alors si je prends l'environnement, pollution, plus artificialisation, plus exploitation des ressources naturelles, plus risques naturels. Mon Dieu, vous allez me dire, mais on a plus qu'à se jeter par la fenêtre. C'est pour ça qu'on a mis au niveau le plus bas, là. Comme ça, on ne peut pas sauter. Donc, à côté de ça, il y a tous ces enjeux quand même qui sont avec des politiques en face, hein, des préservations des espaces, des ressources, des équilibres. Certes, mais là aussi, on est sur souvent des littoraux où on a... Je regardais une carte l'autre jour du golfe du Morbihan, si je vous montrais toutes les protections qui existent. Il faut être champion du monde, hein. Entre les zones de protection de la nature, des Natura 2000, on met ça par-dessus des zones ICO, d'inventaire, de trucs, de machins, de ceci, cela, personne ne comprend rien. Et après on se dit, mais qui c'est qui gère ça? Il n'y a personne, parce qu'il n'y a pas de moyens pour financer le poste chargé de mission pour gérer ça. On se dit, mais mon Dieu, mais sur quelle planète vit-on? Et là, pour autant, on a différents enjeux, donc, notamment ostricole, plaisance, etc. Donc tout ça, ça demande en effet qu'on ait des politiques territoriales aussi claires pour nos populations, financées, parce que ça va être l'enjeu aussi. Qui va financer? Parce que tout le monde veut protéger son espace, mais qui paye? La population locale? Moi, j'en vois déjà qui commencent à se dire, mais pourquoi on protégerait ça si c'est pour des autres qui viennent? Ils ne pourraient pas participer, les autres? Bah oui, mais comment? Comment fait-on participer les autres? On les surtaxe.
Mais si on les surtaxe, on se met en concurrence avec d'autres territoires qui vont dire bah, attendez, nous on ne les taxe pas parce que vous voyez bien, on voit bien les populations. Ah, ça coûte de l'argent, bah, écoute, on va aller ailleurs. Hein. Donc comment on peut attirer tout en trouvant des équilibres en termes d'aménagement. Et une autre dimension, là, moi qui est plus aussi mon dada, c'est de regarder toutes ces imbrications entre l'articulation ville-campagne de ces espaces voilà, dans lesquels vous vivez, entre l'urbanisme, la maîtrise foncière, les formes urbaines, les déplacements, les paysages. Parce que là, mon Dieu, en termes d'urbanisme, oui, il y a un modèle breton. Ah, le petit bourg avec ses hameaux. On en a fait quoi en espace de 10, 20 ans? Qu'est-ce qu'on a construit? C'est quoi le modèle? C'est la maison néo-bretonne, le modèle d'architecture en Bretagne? Comment aujourd'hui on anticipe toutes ces mutations qui sont en train d'arriver sur nos territoires? Alors rassurez-vous, hein, souvent je vois des grandes conférences à Paris. Il faut faire du BIMBI, Built in my backyard. En gros, construire dans mon jardin. Parce qu'en gros, fin des années 70, on n'avait pas le droit de construire si on n'avait pas 5000 m² de terrain. Aujourd'hui, avec 5000 m² de terrain, je peux vous dire on met 10 maisons dedans. Quoi. Non, mais c'est ça aussi. Donc nous, on le voit, le phénomène de petites maisons qui sont en train de prendre tous les fonds de jardin. Mais ça pose de vraies questions, là aussi, en termes d'aménagement, d'eau pluviale, etc. Mais on voit cette notion de densification. Donc on n'a pas forcément besoin de loi. S'il y a une bonne loi qui a été votée, c'est la loi littorale qui a tout de suite bloqué. Et en fait, les populations se sont articulées, même si dans les hameaux, il y a peut-être des débordements. Mais quand on voit un petit peu les cartes, on voit bien aussi où se concentre forcément cette population et puis les constructions. Alors, je l'avais en 2006, mais je regardais les cartes, c'est à peu près pareil. On voit toujours ce front-là, cette pression foncière qui est extraordinaire. Pour vous donner une idée, hein, une terre agricole aujourd'hui, c'est 50 centimes d'euros. Moi, sur une commune littorale où je suis là, au bord du Golfe, et un terrain constructible, c'est 200 euros. Vous voyez aussi la pression quand on fait un plan local d'urbanisme, où on va décider, ou pas décider, mais on va faire un inventaire, par exemple, des zones humides. Ça, c'est un grand moment de démocratie, je peux vous le dire. Hein. Tous les gens sont dans la salle pour voir si, pourvu que mon terrain ne soit pas en zone humide, vous imaginez. Un terrain qui était à 1000 m², tout d'un coup, il va passer à 500 euros, alors que si on lui dit qu'il est constructible, il passe à 200 000. 500, 200 000. La pression. Donc c'est plutôt bien parfois que de dire, mais c'est pas peut-être à l'échelle locale qu'il faut peut-être décider, c'est peut-être quelqu'un qui régule au-dessus pour qu'il y ait moins de pression au niveau local, parce qu'autrement, toutes les tentations sont bonnes. Ça a été un peu régulé, les associations, et notamment dans le Morbihan, sont vigilantes. Les voisins dénoncent bien les voisins d'à côté, je peux vous dire, ça marche, donc ça va plutôt bien. Les évolutions, vous voyez, de population sont nombreuses, mais c'est juste là aussi pour montrer qu'on est sur des territoires où, quand on parle de mutation et de défis, c'est aussi, quand je parle de forme urbaine, c'est ça, d'éviter ça. On a un petit village en 1954 qui était en gros sur 600 mètres et 520 mètres. Vous voyez le petit noyau, la petite église, les terrains qui étaient souvent pas en termes de mitoyenneté, et on vit très bien là-dedans. Hein. Je vous donne un exemple, allez à la Trinité-sur-Mer, dans le bourg. Vous allez voir qui habitent les belles résidences secondaires. Moi, je les ai connus, papy, mamie, qui habitaient la petite maison avec son petit jardin. Maintenant, ça vaut de l'or. Donc ça veut dire que c'est des modèles qui ne sont pas si critiquables. Mais petit à petit, on a vu aussi, d'une façon exponentielle, cet étalement qu'on a eu le long des routes. Et il fallait aller construire plus loin, avec des grands lotissements à la mode d'un aménageur équipementier. Voilà, c'est pas une critique que je fais, mais un géomètre qui fait commencer à faire des lotissements dans les années 80 ou 70 ou 60, 70, 80, voilà, de ce type, évidemment, ça posait un problème de vie demain et en termes de mobilité, déjà d'une façon d'aménagement d'une façon générale. Donc c'est seulement pour montrer comment on part d'un bourg qui est compact à aujourd'hui un bourg qui part de 200 mètres, de 2 km sur 800. Gardez en tête que tout humain, en gros, se pose la question s'il doit prendre sa voiture à partir de 300 mètres. À 300 mètres, si je vais chercher mon pain, voilà. Donc, il y en a entre vous qui vont à pied ou en vélo, mais beaucoup, à partir de 300 mètres, se disent je vais prendre ma voiture. Donc quand on a un bourg comme ça ici, je peux vous dire qu'à 1,5 km, c'est fini, top, c'est la voiture, le truc, le machin. En tout cas, le transport qui n'est pas forcément doux. Donc globalement, on voit bien qu'ici, en même moment, on passait de 1521 en 54 à 1698. Donc on a gagné 170 habitants
mais on a consommé de 24 à 141 hectares. On a multiplié en gros par 7 la surface, bah oui, d'infrastructures, de parking, de trucs, de machin. Donc ça montre aussi ce nouveau paradigme qu'on va avoir sur nos territoires, c'est comment on fait un aménagement qui peut être... Parce qu'on sait pertinemment qu'on aura de nouvelles populations qui vont arriver. On le sait. La Bretagne restera attractive. Et même aujourd'hui, il y a des phénomènes qui sont en train d'être observés de populations qui sont en train de partir du sud et en train de remonter sur nos côtes. Qui disent c'est insupportable, il y a trop de monde, il fait trop chaud, il y a le vent, et hop, on remonte. Et qui trouvent la Bretagne un bon équilibre. Je ne le croyais pas. J'ai vu cet été, parce que j'ai une petite location juste à côté de chez moi, je regardais les gens, ils me disaient « Ah non, mais on n'ira plus là-bas, là c'est quand même agréable, on a la mer, on a aussi d'autres paysages, c'est beaucoup plus agréable que des zones du sud où il y a une forte pression, une chaleur parfois étouffante, beaucoup de voitures, ça ne nous plaît plus. » Donc je pense aussi à un phénomène qui va arriver de migration climatique, de population, mais peut-être à résidence à l'année, parce que qui vont certainement arriver. Donc là, ça veut dire aussi des nouveaux modèles urbains, ça on l'avait montré avec Yves dans l'ouvrage, mais comment peut-on faire vivre ensemble dans nos territoires, et notre formation, notre master, on l'a un peu évolué, qui s'appelle Urbanisme et aménagement des littoraux et urbanisme, où on pense que nous, l'urbanisme, alors on n'en fait pas des architectes, mais c'est qu'on puisse réfléchir sur ces modèles de développement où, quand on avait, alors à l'époque c'était une église, mais un îlot central qui faisait, je disais qu'il faisait foi, oui, qui faisait foi, il n'y a pas grand monde, mais en tout cas il y avait une construction autour de cet espace. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit que c'est un rond-point, ça ne fait plus rêver. Et je vois bien là aussi ces populations qui sont en train de bouger, où il y a un vrai problème de mixité. Je dirais souvent générationnel, parce que ces maisons-là, dès qu'il y a une population, admettons, ils sont arrivés dans les années 70, les jeunes sont partis maintenant, etc. Et on se retrouve avec des populations du même âge, du même statut social. Et en gros, quand il y a des vieillissements, on voit bien qu'il y a un certain nombre de problématiques qui se posent. Alors les impacts aussi économiques, ils sont très nombreux. La vraie question, c'est qu'il faut éviter la monoactivité, mais quid? Je me rappelle l'histoire... où il y a quand même une zone industrielle sur l'Orient, quand même, où on a laissé venir l'habitat. Et c'est pas de donner un avis, mais sur la cimenterie qui devait s'installer. À un moment donné, ah non, pas de cimenterie là. Ok. Mais si on ne peut plus les mettre dans les zones industrielles, on les met où? On les met derrière, chez les ruraux, là. C'est Jo, très bien, je ne vois pas beaucoup d'habitants. Merci même. Ah oui, c'est ça. Question, on les met où? Est-ce qu'on peut encore estimer qu'il faut mettre de l'industrie sur le territoire? La vraie question qui va arriver, c'est l'énergie. Comment va-t-on gérer l'énergie aujourd'hui? Je voyais notamment tout autour de nos zones littorales, par exemple, il y a une carte où le schéma éolien exclut totalement des éoliennes. On acte. J'ai pas envie de voir une éolienne de 180 mètres de haut chez moi. Mais force est de constater qu'on les met derrière. Et je suis à la commission des sites, avec je vais mettre un devoir de réserve, mais quand on voit parfois comment sont les votes, je suis quand même assez étonné. J'ai l'impression que sur le littoral, pas de déchetterie, tout doit être beau, en gros, une approche hygiéniste. Et puis derrière, écoutez, même les gens du voyage, donc on va négocier. Les gens du voyage seraient bien derrière. Moi, ils viennent sur le littoral. Ouais, mettez derrière. Et puis, c'est bien gentil, mais pas chez nous. L'aspect économique aussi, les activités marines, conchyliculture, pêche, aquaculture, saliculture, tourisme, maritime, plaisance, tout ça. Activités terrestres aussi à face, industrie, agriculture, tourisme. Quand je dis tout ça, c'est comment, à partir de là, on fait un mix de tout ça. Et qu'est-ce qu'on privilégie? Moi, j'ai vu arriver, Alain pourrait le traduire, mais combien de petits ports, oh, ça y est, la pêche est finie, c'est terminé. Il vaut mieux aller faire une petite marina, là, on va être tranquille. Et c'est pas acceptable. Pourquoi? Pour 25 bateaux tampons qui sont là, qui ne vont pas bouger, des bateaux ventouses, là, qui vont sortir, en moyenne quoi, 3 fois dans l'année, alors qu'on pourrait avoir derrière un vrai enjeu. Moi, je prends la conchyliculture. Moi, dans ma zone, c'est énorme. Là, l'hiver va arriver, ça va être le grand moment de Noël. Les entreprises vont être à 15, 20.
avec des jeunes qui vont être là, qui mixent leur temps entre ça et puis la saison, qui y vivent à l'année, qui vivent très bien. Bon, question, moi j'ai privilégié mes ostréiculteurs, c'est de l'emploi à l'année. L'année où, voilà, en tout cas, ça fait vivre mon territoire. Je préfère privilégier ça que voilà, un tourisme qui est très fluctuant et qui peut aussi être une pression forte. La pêche, par exemple, là j'étais donc sur des fonds européens de la pêche, donc entre Vannes et Auray. On regardait, on a de la coquille Saint-Jacques, par exemple, très bonne actuellement, en baie de Quiberon, il ne faut pas hésiter. On en a une très bonne du côté de Saint-Brieuc, mais on en a plein. Comment on valorise tout ça? Comment on peut dire qu'il y a de la petite flottille de pêche, que c'est intéressant? Comment on peut faire venir aussi des jeunes, puisqu'on a un lycée maritime à Etel. Donc, comment on fait un mix de tout ça, parce qu'on a aussi ces spécificités fortes sur nos territoires. Avec un enjeu, je vous le dis aussi, de surface agricole utile, parce que ça aussi, tous les convoitises sont aujourd'hui quand même sur nos espaces agricoles, majoritairement. Nos espaces naturels sont quand même hyper protégés. Je le vois, nos zones humides, quand on fait nos pluies, etc., ça y est. Mais nos zones agricoles, ça se fait limite manger. Et je vais même vous dire quelque chose qui est quand même incroyable. La loi Allure a dit qu'il faut densifier, ok, et travailler en extension autour de vos bourgs. Moi, autour de mon bourg, c'était les meilleures terres. Mon grand-père, il exploitait les meilleures terres à côté du bourg. C'était pas celle qui était à 2 km. Hein. Force est de constater qu'aujourd'hui, quand on fait en extension du bourg, c'est ces terres-là qui ne sont plus utilisées qu'on va aller chercher. Donc ça veut dire que c'est des terres. Et là, je vois, l'autre jour, on a commencé à creuser pour aller chercher la roche. Il y avait pratiquement 2 mètres de terre, une terre noire, là, comme vous voyez. Je peux vous dire que... voilà, mais c'était extraordinaire. On se dit, c'est quand même dommage que ces terres-là aussi... Mais bon, c'est aussi de l'urbanisation qui se développe et voilà, il faut bien trouver des espaces. Donc là, il y a plein d'analyses, on pourra en discuter, mais de ces communes qui ont vu partir leur surface agricole utile, qui aujourd'hui se plaignent d'avoir des zones de friche agricoles. Moi, depuis gamin, je n'ai jamais vu autant de chevreuils. Voilà. Je me dis, mais ils sortent d'où les chevreuils? Quand j'étais gamin, il n'y avait pas de chevreuils. Il y a plein de chevreuils. Alors en voiture, je peux vous dire, parfois, c'est slalom. L'autre jour, c'était un habitant qui m'appelle à 10h du matin. Ronan, il y a un chevreuil dans le fossé. Hop. Donc elle a appelé la gendarmerie, elle m'a dit, c'est pas mon problème. Je lui ai dit, qu'est-ce que j'en fais? Je le mets dans un congélo, on va pas le laisser forcément là. Bon, on s'en est occupé, voilà. Faut pas que ce soit filmé. Non, mais voilà, on a géré ça, mais ça devient des fléaux, quoi. C'est-à-dire que ça pose une vraie question aussi de cette mutation sur nos territoires. Il n'y a personne pour gérer tout ça. Donc, aspect économique, les pressions, espace, occupation des sols, urbanisation, en face, ressources naturelles, agriculture, aquaculture, et je mets aussi consommation finale des ménages. Quand je dis ça, alors ça, je ne vais pas partir là-dessus, mais il faudrait croiser ça aussi avec nos modes de vie qui sont aussi en train d'évoluer d'une façon extraordinaire. Je me rappelle, moi, une émission, je sortais de ma thèse et puis il y avait, à l'époque, il y avait une émission à France 3 qui parlait du logement. Et on partait du logement et puis de ces fameuses couronnes, première, deuxième, troisième, quatrième couronne. Alors à Nantes, on était arrivé à la 6e, alors on ne sait plus où on en était. Mais le journaliste me dit, mais alors vous, les géographes ou tous les experts, là, les sachants, là, comment vous n'avez pas pu prévoir toutes ces mutations, cette demande de logement croissante? Mais si vous regardez le logement en France, il était comme ça, on a augmenté. Le vrai problème, ce qu'on n'avait pas pris en compte, c'était les modes de vie des gens qui changent, les évolutions sociétales, qu'un mariage que je célèbre sur 2 va finir au bout de 7 ans. D'accord? Qu'un ménage sur 2 qui va être là va changer de boulot tous les 12 ans, comme dit Jean Viard. Voilà. Donc quand ils disent 7 ans, ils vont changer de compagne aussi, donc on est bien d'accord. Hein, donc c'est un divorce. Donc, c'est un divorce avec des enfants, donc il faut avoir un logement pour 3 d'un bord et 2-3 d'autres. Donc à un moment donné, il faut... avant c'était qu'une famille qui était dans une maison. Et ce logement-là, après, quand il est vendu sur le littoral, et ça passe en résidence secondaire. Donc moi, il faut que je trouve 2 logements pour 2 personnes avec des prix attractifs, puisqu'ils n'ont plus les mêmes moyens financiers. Sachant qu'en plus, ils vont prendre des prêts sur 30 ans. Donc en plus, ils sont en difficulté financière. Donc on est quand même sur un changement de paradigme aussi, de mode de vie qui sont très, très, très compliqués. Quand j'étais... attendez, si on regarde tous nos parcours, moi j'étais plus jeune, ma soeur me disait, je mets 3 quarts d'heure pour aller au boulot. Je dis, vous êtes bien des Parisiens, quoi. On fait quoi, nous?
La moyenne d'un Breton aujourd'hui, c'est 30 minutes. Il ferme la porte de chez lui, il arrive à son boulot, c'est 30 minutes. 30 minutes, c'est énorme. Hein. En voiture, s'il n'a pas de pète, hein, c'est 30 minutes. C'est un luxe d'habiter la ville, d'aller en vélo à son boulot et puis de revenir. Hein. Moi, j'en rêverais. Hein. Je suis en train de me dire, même, j'habite l'université, quand je vois des collègues arriver en vélo, je dis, mais qu'est-ce que je fais Je serais là, hop, je rentre à la maison, dans 5 minutes. Maintenant, là, j'aurais 35 minutes dans l'autre sens. Donc, je ne me plains pas d'habiter où je... Oui, je suis d'accord. Voilà. Je vis dans un endroit comme privilégié. Mais ici, c'est pas mal. C'est cool. Tout ça pour montrer qu'il y a des conflits d'usage et l'enjeu derrière, c'est bien le maintien et le développement d'activités présentes. Et puis, je vais un peu terminer là-dessus, mais derrière, il y a aussi ces impacts et enjeux sociétaux. Quand je vous montre cet exemple de la Bretagne, je pense qu'il se diffuse partout. J'ai des copains normands, j'ai des copains du sud-ouest, j'ai des copains au Portugal, par exemple, qui me disent souvent, mais on vit la même chose, hein, on voit bien ces mutations. Et quand on voit ces impacts sociaux et sociétaux, bah, c'est très clair que quand je dis favoriser la mixité sociale et générationnelle, c'est un enjeu du vivre ensemble. Et ça, au-delà de faire le constat, c'est là qu'il faut être aussi actif, et c'est pour ça que moi je pense que je me suis engagé au niveau local, parce que je trouve que c'est très enrichissant dans le sens où on peut prévoir. Nous, on avait une commune, si on laissait partir, en gros, on a 60 décès à l'année, sur l'année, 10 naissances. Pourtant, une commune de 3500 habitants avec seulement 25% de résidences secondaires. Je ne vous parle pas des résidences secondaires. Donc celles qui sont à 60-70, la messe est dite. Je vais être terrible, mais la messe est dite. Donc nous encore, on peut résister. Mais ça veut dire que là, il faut avoir des politiques volontaristes. Et quand je dis ça, le maître mot, c'est tenir le foncier. Donc, c'est voilà, faire des choix, de mettre des millions pour dire je vais acquérir du foncier, un maximum. Et puis après, je maîtrise. Et après, on va essayer d'être dans le système. Alors, des bouts amphithéotiques, est-ce qu'on garde le terrain, comment on gère. Il y a quand même là aussi un modèle français où le français veut sa maison propriétaire et sa maison pavillonnaire. Si vous allez en Allemagne, majoritairement le système, c'est la location. C'est comme ça aussi extraordinaire. On dit, ah mais les Allemands... Non, les Allemands sont beaucoup dans la location. Ils sont beaucoup moins comme nous, on voit bien. Nous, de toute façon, on disait, une sécurité, c'est investi dans la pierre. Parce que là aussi, ils n'ont pas tort, les jeunes, quand ils arrivent sur les littoraux. Quand on voit combien ils louent le mois pour une maison, ils ont tout intérêt à en effet à acheter. Mais à quel prix? Et comme je vous disais, avec toutes ces mutations qui peuvent arriver ou les chocs dans la vie, ça pose quand même... voilà, c'est quand même angoissant. Donc, favoriser la mixité sociale et générationnelle, ça veut dire que là aussi, maîtriser le foncier, éviter cette concurrence entre résidents principaux et secondaires. Quand je dis ça, je vois monter. Alors, c'est pas. Voilà, je ne veux pas entrer dans cette guéguerre où c'est. Oui, cette guéguerre entre locaux et puis entre et nouveaux arrivants. Mais les nouveaux arrivants, depuis quelques années, je trouve que honnêtement, ils sont demandeurs de services sur la commune qui sont assez extraordinaires, mais aussi dans une approche très contradictoire. Je vais vous donner un exemple, ça peut prêter à sourire, mais quelqu'un qui nous a dit à un moment donné, non mais les routes de la commune, bah en tout cas il y a une route près de chez moi, là, elle est trop neuve. Pardon? Elle est trop neuve. Je dis, mais attendez, je ne comprends pas, là, elle était dans un mauvais état, il a fallu la refaire, vous comprenez c'est quand même, c'est pas neutre, hein, ça coûte cher, et puis, mais nous, c'est en termes de sécurité, etc. Ah oui, mais les gens roulent trop vite. Ah oui, d'accord. Et ce monsieur, quand je vois, il vivait quand même, il m'a expliqué, autour d'un périph', il était commercial, il prenait la route, donc je ne pense pas qu'il était à 30 à l'heure partout. Mais voilà, on arrive, et qu'aujourd'hui, on a fait un choix de vie, mais ça veut dire qu'on va demander à ce que ce mode de vie, voilà, que les populations s'adaptent à ce mode de vie. Je le dis parce que, si certains l'avaient déjà remarqué, je trouve qu'actuellement, ça arrive, voilà, j'en parle avec d'autres collègues, et depuis quelques années, là, on sent cette pression, ou notamment qu'on a une vraie volonté de faire du logement, par exemple, pour les jeunes, ils disent, mais attendez, c'est du logement social. Non, oui, c'est du logement aidé, mais oui, on va appeler ça du logement social. Mais ils voient ça comme quelque chose qui est oppressant. C'est-à-dire que, mais c'est quoi ces populations qui vont arriver? Ce n'est pas des populations, c'est des locaux. Vous voyez, c'est celle qui vend votre pain à la boulangerie, c'est celle qui va changer la couche de votre mari parce qu'elle est infirmière, c'est celle qui... Non mais voilà, vous comprenez, il y a tout cet aspect-là. Et là, je vois, et c'est là que vous voyez beaucoup de maires, notamment sur le littoral, qui commencent aussi à fatiguer et qui disent qu'il y a cette pression-là qui est arrivée en plus et qui est difficile à gérer.
dans une petite commune. Quand on est des grandes agglomérations, c'est peut-être moins prégnant. Autre chose, un accès à tous à la mer, ça aussi, ça va être un enjeu. Moi, je pense qu'on est à toute une réflexion à avoir sur le domaine maritime. On voit tous les schémas qu'on nous fait à l'échelle nationale ou européenne. J'ai un peu peur qu'on est en train de privatiser la mer. Comme on disait, encore le dernier espace de liberté, mais jusqu'où on va aller. Donc moi, je ne suis pas forcément un spécialiste, Alain est plus mieux placé que moi, mais ça m'interpelle, parce que dans l'approche littorale, nous, on est en face de la mer, qui est nourricière aussi pour nous, et qui forcément, on a un impact. Moi, j'aimerais bien avoir un peu plus de la main dessus, mais de l'autre côté, je me dis, jusqu'où? Parce que je vois aussi les convoitises de certaines communes qui verraient très bien une sorte de privatisation. On a évité les paillotes sur le littoral breton. Je commence à en voir certains qui commencent à sortir de terre. Je me dis, pop, 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 qu'est-ce que. Voilà. Bon, pourtant, on les a décriés dans le sud-ouest, dans le sud de la France ou en Corse. On commence à en voir. J'en ai vu sur des plages. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc, soyons vigilants. Et puis après, c'est le maintien des cultures et savoir-faire traditionnels, la notion d'identité. Mais là, on invite Jean-Michel Le Boulanger, on pourra en discuter. L'identité, l'appartenance, mais. Ouais, moi j'ai pas tellement de. Souvent je dis, les nouveaux habitants ils sont plus bretons que moi, honnêtement, par rapport à la culture, etc. Mais qu'est-ce qu'on y met derrière? Et puis il y a un mot aujourd'hui où on travaille beaucoup avec nos étudiants, mais on leur donne même des cours là-dessus, mais c'est la notion de gouvernance. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que veut dire la gouvernance aujourd'hui? Gouverner avec le peuple ou sans le peuple? Là on le vit aujourd'hui, j'ai lancé ça un peu. Je ne suis pas très réseaux sociaux, mais parfois j'aime bien me lancer des trucs comme ça et j'aime bien voir la réaction des gens. Alors je vois tout de suite des réactions, hop, 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 hop. Mais par exemple, ça c'est un souci aujourd'hui, comment on gère aussi des territoires aujourd'hui. Et quand on voit les mutations des territoires littoraux, c'est des vraies questions qu'on souvent on pose entre collègues là-dessus. Donc un aspect social fort, vous voyez, attractivité du littoral, alors ça c'est des approches un peu systémiques, mais pression foncière, artificialisation, la vraie question de l'accès au logement, les déplacements qui augmentent, alors ça c'est une réalité, et pour autant on n'a pas un modèle de déplacement très vertueux. Hein. Je regarde en Bretagne Sud, là il faut qu'on bosse, hein, parce que Lorient s'organise certainement, je veux bien, mais on a Auray qui est juste à côté, vous voyez Quimperlé qui est en train de vouloir, ça y est, qui vient dans le giron lorientais. Nous Auray, comment on structure par rapport aux deux. Il y a un enjeu qui est le TER, je le dis. Moi, j'ai des étudiants qui aujourd'hui viennent de Vannes. J'en ai une qui est extraordinaire, qui vous montre tous les jours qu'elle vient en vélo. Elle prend le TER à Vannes, hop, elle vient jusqu'à Lorient. Après, elle prend son vélo et à 8h, elle est en cours ici. Donc, ça veut dire que ça peut marcher. Mais ça veut dire que là, il y a toute une réflexion à avoir. Et tout ça avec ce côté angoissant de l'augmentation des gaz à effet de serre, la consommation des ressources naturelles, etc. etc. Donc l'enjeu, c'est bien une équité d'accès au logement, d'assurer la mixité sociale et générationnelle. Et une meilleure répartition sur le territoire, oui, parce que ça demande là une vision, comme on dit souvent. Alors c'est des beaux mots, ça peut sembler aussi la notion intégrée, mais je crois que si c'est bien une dimension. Alors, une gestion intégrée, c'est qu'en gros, vous voyez, je vous parle d'environnement, d'urbanisme, etc., et que globalement, on se dise, mais comment on peut se retrouver pour avoir une vision tous globale? On peut ramer. Christophe va en parler. On a un institut de la mer qui peut se former, qui va se faire certainement ici. C'est plutôt une très bonne chose qu'on se positionne aussi. Hein. Donc il y a les Brestois, en effet. Moi, j'aimerais bien qu'on ait une dimension littorale, pas que de la mer. Parce que quand on parle de la mer, on a les professionnels de la mer, du traitement du signal, des fonds marins. OK. Moi, je veux qu'on fasse aussi un institut du littoral où on prend toutes ces dimensions sociales, humaines. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un pêcheur aujourd'hui qui à Watt, qui vit sur son territoire, qui va valoriser ses produits, qui va être aussi gestionnaire de son espace naturel, je le vois, puisque cet après-midi, on finançait des projets où il y avait une vraie gestion du territoire, et pas forcément une gestion que de protection par des approches très environnementalistes. Là, c'était vraiment de se dire comment on peut être intelligent pour travailler à ces échelles-là. Donc voilà, quand je vous dis ça, c'est une vraie promotion de l'échelle locale aussi, parce que j'entends bien les grands schémas à l'échelle régionale, mais à un moment donné, c'est comme au niveau local qu'on peut mieux construire. Hein. Donc il y a ces vraies gestions intégrées du littoral qui demandent une approche de l'environnement, de l'économie, hein, du social. Quand je mets ça, c'est le PLU, les SCOT, c'est tous les outils de planification qu'on a. Et derrière, avec des politiques sectorielles qui sont correctives mais insuffisantes, et on le voit bien par rapport à la crise d'aujourd'hui, on va dire qu'il faut arrêter la baisse de l'essence, etc. Mais c'est un peu plus complexe que ça, c'est complètement aberrant d'arriver à se dire que ça va calmer tout le monde. C'est une dimension qui est beaucoup plus globale. Et on a tendance toujours à vouloir simplifier
Mais ça aussi, hein, c'est la société qui le veut. Regardez aujourd'hui, faire une vidange d'une voiture, il faut être champion du monde. Maintenant, on va vous dire, maintenant c'est un ordinateur, c'est plus un mécanicien, il va vous mettre, il va vous trouver votre panne. Avant, un mécanicien, il vous trouvait, il vous gérait votre voiture. Donc vous dites, mais vous occupez pas de ça, c'est bon, c'est trop compliqué. Non, c'est complexe. La complexité, on peut rentrer dedans ou on n'y rentre pas, mais il ne faut pas se dire que c'est inaccessible. Tous mes étudiants me disent à chaque fois, non mais monsieur, le système d'information géographique, c'est de la technique, faire des cartes par ordinateur, c'est pas mon truc. J'ai dit, mais écoutez, on ne va pas vous former, c'est seulement que vous n'ayez pas peur, c'est demain, vous y allez. Après, ça s'apprend. Taper sur un clavier pour écrire du Word. Bon, on a eu quand même un collègue ici qui a eu du mal à se mettre, qui ne s'est jamais mis, François Chappé. Mais ça c'est vrai, mais quand Jo Rio peut s'y mettre, alors là, tout le monde peut s'y mettre. Non, n'est-ce pas, Jo? Oui, voilà. Donc tout ça, c'est des politiques transversales, des gestions intégrées, qui sont aujourd'hui à plébisciter. Et pour juste terminer, mais je dis toujours cette fois, une fois je vais la changer, mais j'aimais bien parce que ça c'était Paul Houet qui était du Centre Bretagne, qui était mon directeur de thèse. Il me disait toujours, moi il venait du Méné, donc un prêtre qui a été maire, et il y a un très beau film qui a été fait, là, qui est en train de se faire sur lui. Il n'y a pas de territoire sans avenir, il n'y a que des territoires sans projet, il disait, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque peut-être sur nos littoraux, parce que c'est aussi, voilà, c'est des espaces un peu, comme on dit, d'interface, où c'est pas si simple, c'est ça, quoi. Je trouve qu'il manque de vrais projets aujourd'hui. Les projets, on les prend comme si c'était des politiques sectorielles pour faire un SCOT, les SCOT, voilà, quand on les fait, j'en ai fait, celui de Montpellier va de le même qu'à celui de Toulouse, on n'a pas forcément des spécificités parfois littorales qu'on prend en compte. Je pense que là, il faut donner un peu plus d'approche charnelle, souvent, comme je dis, de territoire, pour qu'on construise un projet d'avenir. Voilà ce que j'avais à vous dire rapidement. Voilà. Vous pourrez trouver des écrits. J'avais fait un article dans la Gazette des communes où on m'avait interviewé un peu sur toutes ces mutations aussi, parce que souvent on nous interroge les uns et les autres là-dessus, mais je voulais juste vous montrer, c'est marrant, parce que je voulais montrer une photo, elle a zappé. Il y avait une photo que je vais vous montrer sur le paysage pour montrer voilà, les nouveaux paradigmes aussi. Et puis je terminerai là-dessus, mais ce qui était intéressant, c'est sur le paysage, où j'ai mis ça. Parce que je trouve que c'est révélateur un peu de notre image aujourd'hui, de nos littoraux, de ces mutations qui nous... Bon alors, vous voyez, c'est très bien rangé, mais je vais m'y retrouver. Hein. Je m'y retrouve à chaque fois. Paysage. C'est une collègue qui travaille sur les paysages, qui s'appelle Laurence Ledu, qui travaille beaucoup, qui a fait un très bon ouvrage sur les Côtes d'Armor. Et toc, 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 je vais trouver ça, voilà. Et ça, je l'adore. Parce que c'est pour montrer l'image des... Voilà. C'est les deux regards sur un même territoire qui reflètent des rapports économiques et sociaux. C'est la même époque, mais celui-là, vous le trouvez, je crois, au musée de Quimper. Cette image de la veuve éplorée devant son marin-pêcheur qui est mort. Et puis de l'autre côté, à la même époque, à Soulac-sur-Mer, les premières stations balnéaires où on voit la belle bourgeoise avec... Tu avais ça sur Quiberon aussi. Tout à fait, oui, tout à fait. Ouais, j'avais pris Soulac comme ça, mais elle avait pris Soulac comme ça. Mais, Et juste pour terminer, c'est ma grand-mère qui a vu arriver ses premiers personnages et qui se disait qu'elle a vu arriver la première voiture. Elle me disait, elle avait fin des années 1910, elle me disait, voilà, elle avait 7 ou 8 ans, et elle me disait, j'ai vu arriver la première voiture, puis après on me disait, mais ils allaient à l'eau. Donc un jour, elle va à la mer avec son père, en charrette sûrement, et elle me dit, j'ai vu des dames se baigner. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'elles y trouvent à se baigner là? Et non, mais elles avaient, ouais, en gros, c'était... elle va attraper des maladies en se baignant. Mais il n'y avait aucune... C'est pour montrer ce choc de culture, quand je dis ça, je crois que voilà, on est dans ce choc aussi aujourd'hui qui arrive à chaque génération. Moi, je le vois, je ne le déplore pas, je dis comment on va l'accepter, vivre avec ça, sachant que nous ne nous plaignons pas, hein, quand même ici, c'est plutôt gérer l'attractivité. Hein. On gère l'attractivité. Ma belle famille habite dans la Nièvre. Je vais dans la Nièvre, dans des tissus industriels qui sont morts aujourd'hui. Quand je dis morts, c'est mort. Des communes qui étaient à 7-8 000, qui sont passées à 2 000, avec des vieillissements, ce qu'on appelle la France déclassée de périphérique, où on a vu des bastions, c'est des bastions de gauche qui basculent au Front National, comme si c'était... Voilà, ils expriment une vraie rage. On se dit que quand on arrive ici, waouh, on est sur une autre planète. Hein. Donc là aussi, cette fracture longtemps, où on a eu ce rural-littoral, où le littoral était déclassé, c'était le rural qui était
plutôt, comme les villes étaient plutôt riches, tout d'un coup, on a l'impression que il y a un rural en France qui est en train de basculer dans la détresse, et puis on a un littoral qui s'en sort plus ou moins bien quand même, parce qu'il attire le tourisme, etc. Comme je dis, les littoraux, puisqu'on n'est pas sur des littoraux très différents. Bon voilà, donc moi je travaille beaucoup sur mes recherches et ça. Ils peuvent être liés sur des approches après environnement, plus urbanistiques. Là, moi, ma recherche qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aller plutôt dans le local, voir toutes les expérimentations qui sont en train de se faire auprès de populations, et vous verriez des choses assez extraordinaires. Alors, par exemple, le Méné, c'est de trouver une dimension énergétique. Dans d'autres, on voit arriver maintenant plein de jeunes sur les littorales avec des projets d'agriculture. Alors, certains nous disaient des agricultures un peu bio, un peu olé, mais en fait, ils s'en sortent très bien. Ils sont sur d'autres marchés, ils font vivre le territoire, ils arrivent avec leur famille, ils arrivent avec, là aussi, ils nous font vivre aussi nos territoires, parce que c'est pas toujours simple. Donc, de regarder un peu toutes ces expérimentations qui donnent aussi un côté positif à l'avenir, parce que quand même, quand on regarde un petit peu, souvent, toutes ces analyses autour de nous sont un peu tristes, alors que je me dis qu'on a des populations là, qui se prennent en main. Et je crois, quand je parlais de gouvernance, je pense que c'est là aussi qu'il y a toute une réflexion à avoir. Comment aujourd'hui on peut être sur des gouvernances locales, qui ne passent pas forcément que par des élus, hein, mais comment on peut travailler sur les territoires. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de se mener, qui sont extrêmement intéressantes, et notamment sur les littoraux, parce qu'on est quand même, comme je vous disais, face à des pressions qui sont quand même pas neutres, et qu'il va falloir vite résoudre, autrement on ira dans le mur, il faut être très clair. Donc voilà, 47, j'en prie.